Plus de 300 études, déjà lauréate de 14 prix. Elle est la première écologue et la 7e femme à recevoir la médaille d'or du CNRS. À l'heure où la biodiversité traverse une crise sans précédent, l'écologie fonctionnelle est cette science pour comprendre la dynamique des écosystèmes. Son terrain de jeu favori, c'est la montagne et les prairies alpines. Également membre de l'IPBES, le GIEC de la biodiversité, avec elle, la discipline atteint des sommets et permet d'apporter des réponses aux défis environnementaux de notre époque. Sandra Lavorel, la montagne, ça lui gagne. Sandra Lavorel, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieure agronome et docteur en écologie, directrice de recherche CNRS au laboratoire d'écologie alpine, le LECA, à Grenoble. Mille merci d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez en direct ou en podcast à toute heure sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. Chaque jour, on vous poste de nombreuses ressources complémentaires pour enrichir votre écoute. C'est tout de suite sur notre fil @ScienceCQFD. Alors comment comprendre le fonctionnement des écosystèmes qui sont des ensembles dynamiques en interaction avec un grand nombre de facteurs? Comment anticiper leur évolution dans le temps? Et quels sont les mécanismes d'adaptation de la biodiversité face au changement climatique? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais d'abord, quand on parle d'écosystème, de quoi parle-t-on? La question est posée en 1975, c'est notre archive du jour. L'écosphère ou l'écosystème, c'est le milieu de la vie. Et l'écologie étudie l'ensemble des interactions entre les êtres vivants et leur milieu. Contrairement à ce qu'on pense généralement, l'écosystème est aussi un milieu vivant, c'est un organisme. C'est un organisme parce qu'il maintient certains niveaux dans des limites très étroites, comme d'ailleurs notre organisme le fait. Par exemple, notre organisme maintient certains taux de sel, certains taux d'acides aminés, certains taux de sucre dans le plasma à des niveaux qui sont très rigoureusement régulés. Eh bien, l'écosystème également maintient des niveaux de cette sorte. Par exemple, la concentration de gaz carbonique augmente très très légèrement. La composition des océans reste fixée à un niveau qui ne change pas. La proportion d'oxygène dans l'atmosphère n'a pas changé depuis des centaines de milliers d'années. Par conséquent, l'écosystème régule ses propres niveaux lui aussi. Voilà la voix de Joël de Rosnay, directeur du développement à l'Institut Pasteur, dans l'émission Pourquoi pas en 1975. Sandra Lavorel, vous partagez cette vision, cette analogie des écosystèmes comme un gros organisme vivant? Alors, c'est très amusant d'entendre ces propos. Alors, la définition d'un écosystème, elle n'a pas du tout changé. Ce sont des organismes en interaction entre eux et en interaction avec leur milieu. Donc, ils réagissent au milieu, ils influencent aussi ce milieu. Donc, il y a effectivement, comme le soulignait Joël de Rosnay dans cet entretien, des fonctions de régulation et d'équilibre. Là où peut-être les connaissances et les façons de présenter les choses ont évolué depuis, c'est qu'on a beaucoup remis en cause cette notion d'équilibre. Et nous sommes éminemment aujourd'hui dans une période de déséquilibre et de recomposition. Et on va voir justement comment on étudie cette crise de l'équilibre. Voilà, l'écologie fonctionnelle, c'est donc cette science des écosystèmes qui s'intéresse aux interactions dans les écosystèmes. Est-ce que vous auriez d'autres exemples plus précis de ces interactions en jeu? Alors, il y a beaucoup d'interactions dans un écosystème. Donc, moi, j'ai l'habitude de beaucoup travailler sur les prairies. Hein. J'aime bien les prairies parce qu'en particulier, on y trouve une grande diversité. Alors, une grande diversité de plantes qui vont interagir entre elles. Les plus grandes font de l'ombre aux plus petites, par exemple. Les légumineuses fixent l'azote et qui sert à nourrir ses comparses. Hein. On a des interactions entre les plantes et toute la biodiversité qu'il y a dans le sol, les micro-organismes, les vers de terre et toute la foultitude de petites bestioles qu'on trouve dans le sol. Et puis, on aura par exemple des interactions entre les plantes et les pollinisateurs. Donc, tout ce petit monde, c'est un tissu d'interaction. J'ai vu que vous travaillez en particulier sur les plantes supérieures. Alors, les plantes supérieures, c'est donc une façon scientifique de parler des plantes qui ont des vaisseaux. Donc, au cours de l'évolution, on est passé de plantes qui étaient très simples, hein, des fougères et des mousses, hein, aux plantes qu'on a aujourd'hui, donc avec des vaisseaux qui conduisent la sève, par exemple, dans les arbres. Alors, l'écologie fonctionnelle, dans le paysage des sciences, on peut aussi dire hein, historiquement que c'est une toute jeune discipline. Tout à fait. Donc, l'écologie fonctionnelle est apparue, s'est formalisée à la fin des années 1980.
Et l'objet de l'écologie fonctionnelle, c'est non seulement de décrire ces écosystèmes, de dire il y a des éléments en interaction, des organismes, des ressources, mais d'essayer de comprendre vraiment ces fonctions et de les lier en fait aux structures des organismes. Donc par exemple, l'exemple que j'aime beaucoup utiliser, qui n'est pas celui qui a été utilisé à la fin des années 80, puisqu'il date de bien avant, c'est Darwin qui nous l'avait fourni. Darwin, il s'était aperçu que quand on regarde différentes espèces d'oiseaux, eh bien, ils ont des becs qui ont différentes formes. Et ces becs, ils correspondent très bien à ce que mangent les oiseaux. Donc, les oiseaux qui mangent des graines, ils ont des becs qui peuvent casser ces graines. Les oiseaux qui pollinisent des fleurs, ils ont un long bec pour aller dans la corolle des fleurs. Oui, c'est ce qu'on appelle la diversité fonctionnelle. Donc Darwin, sans le savoir, s'intéressait déjà d'une certaine façon à de l'écologie fonctionnelle. Absolument. Et on remonte même jusqu'à Théophrate, donc un scientifique grec, donc qui avait déjà formalisé un petit peu les formes fonctionnelles chez les plantes. Donc c'est très amusant que ce constat ait déjà été fait il y a si longtemps et finalement n'a fait surface dans notre science moderne qu'à la fin des années 80. Oui, à la fin des années 80, il y a aussi un autre terme qui apparaît récemment, c'est celui de biodiversité. Comment on aborde la biodiversité en recherche? Comment se définit-elle? Alors la première chose, c'est que quand on parle de biodiversité, les gens pensent souvent aux espèces en danger, les espèces dont on parle beaucoup, dont on parle malheureusement de l'extinction. La biodiversité, c'est beaucoup plus que ça. Alors, la définition de la biodiversité, c'est la diversité du vivant. Alors, c'est un petit peu une tautologie, hein, c'est dire qu'il y a de la bio et de la diversité. Ceci étant dit, ça couvre pas mal de différentes facettes. Donc, par exemple, la diversité génétique. Quand on pense, par exemple, à toute la diversité qu'on peut avoir dans des plantes que l'on cultive, pour ceux qui ont fait un petit peu de génétique, les petits pois de Mendel et la diversité de leur pois et de la couleur de leur flore, la diversité des espèces, bien entendu, la diversité des familles d'espèces, ce qu'on va appeler la diversité phylogénétique, et puis ça va être aussi la diversité des écosystèmes dans un paysage, par exemple l'étagement de la végétation le long d'un flanc de montagne. Oui, comme vous dites, quand on parle de biodiversité, on réduit souvent la biodiversité à un nombre d'espèces qui sont généralement les plus visibles, les plus emblématiques, mais voilà, il existe aussi toute une biodiversité invisible. Absolument. Donc, première chose à dire, on ne connaît aujourd'hui, même en termes de description d'espèces, qu'une fraction de la biodiversité. Alors, les plantes, on connaît pas mal. On en découvre encore, par exemple, dans les forêts tropicales. Les vertébrés, on les connaît très bien. Donc, les oiseaux, les mammifères, les batraciens, par exemple. En revanche, les insectes, on sait qu'on n'en connaît qu'une fraction. Et encore pire, tout ce qui, par exemple, vit dans le sol ou dans la profondeur des mers. Oui, c'est ça, tout ce qui est microalgues, zooplancton, ça fait partie de cette biodiversité invisible. Exactement. Donc, et finalement, on peut dire que la biodiversité, c'est merveilleux. C'est encore un objet de découverte. Mais justement, nous, on va découvrir aussi une notion dont on va beaucoup parler tout au long de cette heure, c'est la notion de service écosystémique. Qu'est-ce qu'on entend par là et quels sont ces différents services? Donc, ce terme de service écosystémique qui a été renommé plus récemment les contributions de la nature à la qualité de la vie humaine, pour enlever un peu cette notion de service, comme quoi la nature serait au service des humains. Ça recouvre en fait tous les bénéfices que la nature apporte aux humains. Alors, il n'est jamais inutile de rappeler que ni les humains ni aucune espèce terrestre n'aurait de l'air à respirer sans donc les organismes photosynthétiques qui ont commencé à transformer le CO2 en oxygène. Donc ça, c'est un premier service écosystémique extrêmement basique. Dans une période plus contemporaine, eh bien, on sépare habituellement les services écosystémiques en trois grandes catégories. Donc tout ce qui va être production par les écosystèmes de matériaux, de matières que les humains vont utiliser. Donc bien sûr, c'est toute la production alimentaire, que ce soit sur terre ou sur mer. C'est la production de bois. Ça va être la production d'eau quand on veut de l'eau potable. Et puis d'autres choses comme par exemple les plantes médicinales. Ensuite, il y a une seconde catégorie qui réunit en fait le plus grand nombre de contributions à la qualité de la vie des humains. C'est ce qu'on appelle les services de régulation. Donc ça va être d'une part tout ce qui est régulation du milieu et régulation des risques.
Donc on parle beaucoup aujourd'hui de la régulation du climat global par la captation du carbone, notamment par les algues et aussi, par exemple, par justement le phytoplancton dont on vient de parler. Les fonctions de régulation comme la régulation des crues, la stabilisation des flancs de montagne, etc. Et puis des régulations qui sont dites biotiques, comme la plus célèbre, dont on parle beaucoup, c'est la pollinisation. Et cette fonction, elle est essentielle à la production alimentaire, bien sûr, et aussi au maintien des populations d'espèces de plantes sauvages. Et la dernière catégorie, qui est très importante et peut-être la moins connue, c'est ce qu'on appelle les services culturels ou non matériels. Et c'est tout ce qui va concerner en fait nos relations en tant qu'humains avec la nature. Donc ça peut être aller se promener, apprécier la forêt, la montagne, aller faire un pique-nique dans la nature. Ça peut être apprécier esthétiquement un paysage, en faire une peinture ou simplement garder ça pour soi. Et ça va être aussi, pour beaucoup d'entre nous, et en particulier peut-être plus révélé culturellement dans d'autres sociétés, toutes les valeurs spirituelles de la nature. Voilà, c'est tout ce qui est ces services écosystémiques qui sont aussi liés au bien-être de notre espèce. Mais Sandra Lavorel, plus précisément, quel est le rôle joué par la biodiversité pour le fonctionnement des écosystèmes? Alors la biodiversité, elle a de nombreux rôles pour le fonctionnement des écosystèmes, dans le sens que l'idée de la biodiversité, c'est que finalement toutes les espèces ne sont pas pareilles, ou tous les génotypes, si on pense à la diversité génétique à l'intérieur, par exemple, d'une plante cultivée. Donc, le premier mécanisme, ça va être une complémentarité, donc entre espèces ou entre génotypes, où, par exemple, on va avoir des espèces capables de capter différentes formes d'azote dans un sol et ainsi de mieux exploiter la fertilité de ce sol. Ce qui fait que quand on mélange plusieurs espèces, quand on les fait pousser ensemble, en fait, on a un rendement, une production qui est plus forte qu'une espèce prise seule. Ensuite, on a des fonctions qui sont aujourd'hui extrêmement importantes, qu'on appelle des fonctions d'assurance, dans le sens où quand on a un environnement qui est variable, par exemple des années de sécheresse, eh bien le fait que toutes les espèces ne soient pas à fonctionnement optimal dans les mêmes conditions, donc il y a des espèces qui vont mieux pousser des années sèches, d'autres des années humides, eh bien, ça va assurer que si on lisse entre années, eh bien, on va avoir une production qui est plus stable, pour garder la fonction de production. Et puis, on va avoir des espèces ou des groupes d'espèces qui vont avoir ce qu'on appelle des rôles clés ou des rôles de clés de voûte, pour penser un peu à une cathédrale, ou des rôles d'ingénieurs. Ce sont des espèces qui, en fait, ont des fonctions particulières qui vont vraiment structurer tout l'écosystème. Et là, on parle souvent, par exemple, des vers de terre qui structurent un sol. Ça, c'est une espèce clé de voûte. Ou on parle aussi souvent du castor qui va construire des barrages dans la rivière et ainsi structurer tout le fonctionnement hydrologique de cette rivière. Alors à quoi ressemble une journée sur le terrain, dans les prairies alpines, comment ça se passe quand on est écologue fonctionnel? Comment on devient pionnière dans ce domaine? Restez à l'écoute, on vous raconte tout. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. En direct sur France Culture, nous avons la chance de nous entretenir 1 heure avec une précurseuse de l'écologie fonctionnelle. Nous rencontrons Sandra Lavorel. On vient de voir ensemble et de préciser des grandes notions justement de cette discipline. Maintenant, parlons concrètement sur le terrain, votre terrain de jeu. On l'a dit, c'est les montagnes, les prairies alpines. Est-ce que vous pouvez nous raconter à quoi ça ressemble justement une journée sur le terrain? Comment ça se passe? Comment vous faites le choix des plantes que vous étudiez? Quelles sont les mesures que vous effectuez? Alors, sans vouloir décourager les futurs amateurs, il faut aimer se lever un petit peu tôt pour aller travailler sur le terrain en écologie en général et dans les prairies alpines en particulier. Donc, notre quotidien, c'est d'aller sur des écosystèmes. Donc, des fois, on s'y rend à pied, d'ailleurs, en montagne, pour aller y mesurer un certain nombre de choses. Donc, de façon très, très standard,
on va s'intéresser, bien sûr, à la biodiversité. Donc, qui est là? On va faire, par exemple, des inventaires de plantes. Si on s'intéresse aux pollinisateurs, on va les regarder, par exemple, quels sont les pollinisateurs qui vont se poser sur certaines espèces de fleurs. Donc ça, c'est des activités d'inventaire dont on a besoin ensuite pour étudier ces fonctions. D'autres activités qui sont très très communes pour nous, ça demande un petit peu des gros bras, c'est par exemple de prélever des sols, puisque pour nous, travaillant sur des écosystèmes terrestres, le sol c'est le support, bien sûr le support physique, c'est le sol qui va contenir toute la matière organique, toute la fertilité, c'est lui qui va retenir de l'eau, donc on a besoin de connaître ses propriétés physiques et chimiques après avoir ramené ces sols au laboratoire. Et puis, on va, du point de vue de l'écologie fonctionnelle, mesurer des caractéristiques particulières. Donc, moi, je travaille sur les plantes, par exemple. On va prélever des feuilles sur le terrain pour en mesurer, par exemple, la taille, l'épaisseur, la composition chimique. Et puis, on va aussi faire des mesures, par exemple, de combien de biomasse est produite. On fait parfois des mesures de processus très particuliers, comme la photosynthèse ou la respiration, où on peut aussi faire des observations d'interaction donc entre les plantes et les pollinisateurs. Oui, c'est-à-dire que ce qui vous intéresse, c'est pas seulement qui est là, mais qui fait quoi. Exactement, c'est ça toute l'essence de l'écologie fonctionnelle. Et j'aime souvent dire que moi, mon métier, c'est de savoir finalement à quoi sert la biodiversité, donc qui fait quoi, et pas juste qui fait quoi, mais comment. Mais alors comment, après justement, vous parlez de ces échantillonnages, de ces retours au laboratoire, comment après on extrapole ensuite le tout à un paysage écosystémique dans sa globalité? Alors, ce qui est très important pour nous, c'est la notion d'échantillonnage. Donc, si vous regardez un paysage autour de vous, tout n'est pas pareil, bien entendu. Donc, il y aura par exemple des pentes plus ou moins fortes, des pentes qui sont au sud, des pentes qui sont au nord, bien sûr, de la forêt, de l'herbe, des cultures, etc. Donc, nous, une première étape dans tout ce qu'on fait et qui se passe avant le terrain, c'est de disposer nos plans d'échantillonnage de façon à ce que ce soit représentatif. Alors, pourquoi ça ? Bien sûr, on veut capturer la variabilité qu'il y a dans le monde naturel, le monde réel. Mais ça, c'est surtout important parce qu'une grande partie de nos activités, donc après avoir pris nos échantillons, après les avoir travaillés en laboratoire, c'est de faire des statistiques. Et donc, on va chercher à savoir, par exemple, comment l'effet d'une caractéristique, dont j'ai parlé tout à l'heure des caractéristiques des feuilles, mettons leur taille ou leur épaisseur, va influencer, disons, la production de biomasse selon ces autres paramètres dans le paysage. Donc ça, on fait ça, nous, avec des fonctions statistiques. Alors, on n'est pas des spécialistes de statistiques, mais on le devient un petit peu en les pratiquant et on travaille avec des statisticiens. Et ça nous permet en fait d'avoir des fonctions mathématiques ensuite qui nous permettront de représenter, donc, par exemple, cette production de biomasse dans l'ensemble du paysage. Et donc, on peut ainsi, par exemple, créer des cartographies. Oui, c'est ça, vous cartographiez différents milieux, vous répertoriez plantes, insectes, animaux, vous mesurez le stockage des nutriments par les feuilles, le taux de pollinisation, tout ça, etc. Vous entrez toutes ces données dans des modèles statistiques informatiques et ça, par la suite, ça permet aussi également de se projeter dans l'avenir. Alors effectivement, donc il y a deux buts dans ce qu'on fait, c'est comprendre bien sûr, mais c'est aussi, en ce qui concerne beaucoup de nos activités, de pouvoir se projeter dans l'avenir. Donc si par exemple, on a un échantillonnage qui a différentes altitudes, donc qui correspond à aller du plus chaud en bas vers le plus froid vers le haut, ça correspond à ce qu'on appelle un gradient climatique. Donc ça va nous permettre, en comprenant bien sûr par quel mécanisme cette température elle agit, de projeter par exemple dans le futur ce qui va se passer lorsqu'on augmente la température dans notre écosystème, dans notre paysage. Et ça, on va le faire avec ce qu'on appelle des scénarios. Alors ça, sur ces scénarios, on va y revenir dans quelques instants, mais parce qu'on va continuer à se projeter dans l'avenir, mais j'aimerais qu'on se reprojette un petit peu dans le passé. On a dit, voilà, c'est une toute jeune discipline. Comment on devient une pionnière de cette discipline-là? Comment on devient écologue fonctionnel? Enfant, vous aviez déjà ce virus-là? Alors, je ne sais pas si j'étais écologue fonctionnelle et ça serait un peu difficile à retracer. En tout cas, j'ai toujours beaucoup apprécié la biologie et la biologie dans la nature.
Je dois dire que j'ai eu la chance, si j'y réfléchis, dès l'école primaire, d'avoir des institutrices. À l'époque, c'était des institutrices. Ensuite, au collège, des professeurs qui étaient finalement orientés vers des petites formes d'expérimentation pour les enfants. Alors, pas toujours au bonheur des parents. Faire ramener aux enfants des morceaux de mousse dans un appartement pour en faire un espèce de vivarium, c'est pas toujours apprécié. En tout cas, moi, j'avais beaucoup aimé ça. Et puis, de fil en aiguille, une curiosité pour ces écosystèmes. Et moi, je m'étais en fait vue dans la conservation de la nature, pas forcément dans l'écologie fonctionnelle. Et c'est finalement une partie de la discipline que j'ai découverte au cours de mes études. Oui, c'est ça, c'est que vous disiez dans une interview que votre vocation initiale, c'était de travailler dans les parcs nationaux pour la conservation de la nature. Et finalement, vous travaillez aujourd'hui avec les parcs nationaux pour ces missions de conservation. Tout à fait. Donc ça, c'est absolument passionnant puisque nous menons nos études dans les parcs nationaux. Donc ça, ce sont bien sûr des endroits privilégiés pour étudier la nature, son fonctionnement, mais aussi avec les parcs nationaux. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est essayer de répondre à leurs questionnements aussi. Donc je vais donner un exemple sur des services écosystémiques dont j'avais un tout petit peu parlé tout à l'heure, qui sont ces fameux services culturels. Par exemple, nous avons travaillé avec 2 parcs des Alpes, les Écrins et la Vanoise, 2 parcs nationaux, pour regarder, pour modéliser quelles sont les interactions entre les activités sportives de plein air, donc en été la randonnée par exemple, et en hiver le ski ou d'autres activités dans la neige, et la faune dans ces parcs. Et donc, ça, c'est typiquement pour répondre à leurs questions de gestion que nous, on peut apporter nos approches. Par rapport à votre parcours, toujours, votre carrière d'écologue commence donc à la fin des années 80. Vous avez un diplôme d'ingénieur agronome, ce qui vous initie non seulement à l'écologie, à la biologie, mais aussi aux sciences sociales, et ça, on y reviendra. En 91, vous soutenez votre thèse en écologie et sciences de l'évolution au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier. Et par la suite de ça, vous faites un voyage en Australie, et c'est là-bas d'ailleurs que vous découvrez cette notion très émergente qui est celle de très fonctionnel. Et ça, pour vous, c'est quelque chose de très important dans votre parcours. Oui, alors donc à l'époque, la notion on parlait même pas tant de très fonctionnel que de groupe fonctionnel. C'était une solution à laquelle pensaient les modélisateurs de la végétation qui avaient été interpellés pour travailler sur les questions de changement climatique justement et de capture du CO2 par les écosystèmes. Et en gros, à l'époque, les modélisateurs du climat, ils disaient on a une espèce de couche verte sur la Terre, ça s'appelle la végétation, qui capture du carbone et participe aussi au cycle de l'eau. Alors ça contrariait beaucoup les spécialistes de la biodiversité, puisqu'ils disaient oui, mais c'est pas juste une couche verte, il y a vert et vert. Et donc, il faudrait pouvoir représenter cette biodiversité. Or, quand on travaille à l'échelle du globe en entier, on ne va pas pouvoir représenter chaque espèce, c'est impossible en termes de connaissances et à l'époque c'était même impossible en termes de calcul et ça resterait encore très compliqué. Et donc ils ont commencé à réfléchir comment grouper les plantes, quels sont les groupes les plus importants pour décrire cette fonction finalement de captation du CO2 et aussi la réponse des plantes au climat. Donc c'est parti comme ça. Et moi, j'ai eu la chance, donc dans le laboratoire australien où j'ai fait mon post-doctorat, de travailler avec un des chercheurs qui était dans ces premiers groupes, qui s'appelait Ian Noble, un Australien. Et de fil en aiguille, en discutant avec une collègue qui n'avait rien à voir avec la modélisation à grande échelle, qui travaillait sur des prairies dans une région de l'Australie, nous sommes aperçus que finalement cette notion, elle avait un vrai sens, même à des échelles très locales. Et nous avons commencé à essayer de penser, inspirés par des travaux qui se passaient à l'époque en Angleterre, aux caractéristiques des plantes qui permettraient de faire ces groupes fonctionnels. Oui, c'est d'ailleurs, quand vous revenez en France avec l'idée de déployer cette méthode d'écologie fonctionnelle en Europe à l'échelle locale. Voilà, tout à fait. Et donc, le défi, c'était de dire, effectivement, comme je l'ai expliqué juste avant, dans un paysage, on a des variations de relief, on a des variations de végétation. Quand on s'intéresse aux terres qui sont utilisées, notamment par l'agriculture, on va avoir différentes façons d'exploiter. Donc, sur mes prairies préférées, on va par exemple avoir de la fauche, du pâturage avec différents animaux, de la fertilisation. Et ça, en tant qu'écologue, on sait très bien que ça fait varier les plantes qui sont là et comment ça fonctionne. Et donc, l'objectif, c'était de dire, comment est-ce qu'on va pouvoir décrire, identifier
identifier les caractéristiques des plantes qui sont vraiment importantes pour ces variations. Mais justement, Sandra Lavorel, l'une de vos contributions majeures, c'est que vous avez montré que les changements climatiques et d'usage des sols affectent la morphologie et la physiologie des plantes. Et vous avez montré comment ces transformations ont elles-mêmes des effets sur les écosystèmes auxquels ces plantes appartiennent. Voilà, donc ça, c'est dans notre petite discipline, on avait appelé ça le Graal. C'est le Graal qui avait été posé de pouvoir faire ce lien entre changements globaux, structure des écosystèmes et fonctionnement des écosystèmes. Beaucoup des recherches initiales, elles sont intéressées sur juste les effets du changement global sur les plantes, sur les écosystèmes, moins à cette question des effets. Et donc, en fait, c'était faire cette chaîne. Et avec un collègue montpelliérain en particulier, donc, qui s'appelle Éric Garnier, on s'est dit, en fait, c'est très simple. Si ce sont les mêmes caractéristiques qui déterminent la réponse, par exemple, à la disponibilité en nutriments d'un sol et la production de biomasse ou le cyclage du carbone dans le sol, eh bien, c'est gagné, on a ce lien. Alors ça, c'est la solution la plus simple. Il y a d'autres solutions où, en fait, on ne va pas avoir exactement la même caractéristique, mais des caractéristiques qui sont corrélées entre elles. Donc, par exemple, si c'est la teneur en azote d'une feuille qui détermine sa réponse à la fertilité, mais qu'elle est corrélée à la teneur en fibres de cette feuille, alors ça va affecter aussi la décomposition de cette feuille une fois qu'elle sera morte. Oui, c'est ça, vous montrez les changements des mécanismes entre les plantes et les sols. Voilà, et donc l'idée, c'est vraiment ces enchaînements de mécanismes entre les plantes et les sols. Et ça, très rapidement, ça nous a amené à nous dire, effectivement, il y a un sol, mais un sol, ce n'est pas quelque chose d'inerte. Il y a bien sûr de la biodiversité dans le sol, donc plein de, comme je disais, des bestioles, des micro-organismes. Et donc, il va falloir s'intéresser à leur diversité, à eux aussi. Oui, c'est ça, en cas de sécheresse, typiquement, ce sont les activités microbiennes du sol qui réagissent en premier et qui redonnent des nutriments aux plantes une fois la sécheresse terminée, ce que vous montrez dans vos travaux. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est une situation qui est très typique. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des micro-organismes fonctionnent beaucoup plus rapidement qu'une plante, réagissent très rapidement, ils peuvent se reproduire très vite. Donc les cellules se divisent, par exemple quand c'est des bactéries. Et donc, ils vont pouvoir réagir vite. Ils peuvent se mettre en dormance quand c'est sec, donc cesser d'être actifs. Mais dès qu'on remet de l'eau sur un sol, donc soit nous en tant qu'expérimentateurs ou naturellement de la pluie, ils redeviennent actifs et ils vont reprendre le cyclage et alimenter les plantes. Avec le réchauffement climatique, on sait que certains écosystèmes vont changer définitivement. Comment vont-ils s'adapter? Comment pouvons-nous le prévoir? Pour répondre à ces questions, vous avez mis en place plusieurs projets innovants. On en parle dans quelques instants.
Steven Stills, Écologie de Song, en direct sur France Culture, car nous avons la chance de nous entretenir avec une actrice majeure de l'écologie fonctionnelle, Sandra Lavorel, première écologue à recevoir la médaille d'or du CNRS, mais aussi ingénieure agronome, docteur en écologie, directrice de recherche CNRS au LECA à Grenoble. On vient de voir que vous avez étudié en particulier les effets du réchauffement climatique, vous avez étudié les écosystèmes alpins. Vous étudiez aussi donc le réchauffement climatique, ses effets en montagne. Et j'aimerais qu'on parle d'un projet qui s'appelle le projet WARM. En fait, vous mimez les effets du réchauffement climatique sur ces écosystèmes-là. Comment vous y prenez ? Alors, le projet WARM, c'est un projet qui est en fait une façon particulière de mettre en place du réchauffement climatique. Ce n'est pas nous qui avons inventé cette façon de faire, elle existe depuis longtemps et c'est ça son intérêt, qui consiste en fait à réchauffer des écosystèmes en place et se dire qu'est-ce qui se passerait si on a +1, +2, etc. degrés. Donc nous, avec des systèmes de mini-serres finalement, qu'on place sur la végétation et les sols, nous réchauffons donc ces écosystèmes sur des petites surfaces de 2 degrés. Et donc ça permet de suivre, donc pas juste ce qui se passe instantanément, de le faire une fois, mais de le faire pendant pas mal d'années de suite et voir si l'écosystème va changer. Oui, ça c'est sur le col de l'Autaré, près de Grenoble. Qu'est-ce que vous observez pour le moment ? Alors cette expérimentation, les résultats que nous avons, ils sont assez typiques de ce qu'on a sur d'autres sites, en particulier les sites de montagne. Donc je pense que c'est intéressant de mentionner que cette expérimentation WARM, c'est la même sur 12 sites à travers le monde. Donc pas juste en Europe, en Suède ou en Suisse par exemple, mais aussi il y a la même expérimentation qui est faite au Colorado, en Chine, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Et donc ce qu'on observe donc, pour l'instant, et il faut être très patient en expérimentation sur les systèmes de montagne, ce sont des premiers changements. Donc par exemple, on observe que, alors ça, c'est pas une super grande surprise, quand on chauffe, ça pousse mieux, puisqu'en montagne, la limite principale de toutes les activités, c'est la température. En tout cas, on peut surtout quantifier de combien. Et donc, sur le système alpin sur lequel nous travaillons, une année favorable comme l'année 2023, où on n'a pas eu de sécheresse, on a une augmentation de 20% de la production de l'herbe. Donc c'est quand même substantiel, même si ce sont des plantes petites, plus 20%, ça compte quand même. On observe aussi une avance dans le développement de ces plantes, donc typiquement une quinzaine de jours dans le développement au cours du printemps, donc la première phase. Mais aussi, ça veut dire qu'elles se dessèchent, elles passent dans leur phase de sénescence annuelle plutôt en saison. Donc tout est décalé avec l'augmentation de la température. Et les autres choses qu'on va observer, ça va concerner ce qui se passe justement dans le sol, avec par exemple un changement sur les formes de carbone de la matière organique de ce sol. Et on va aller, alors ça c'est malheureusement pour la séquestration du carbone, pour l'atténuation du changement climatique, on va vers des formes qui se dégradent plus vite. Donc un stockage qui est pour moins longtemps. Oui, c'est ça, le carbone se garde moins longtemps dans le sol réchauffé. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Voilà, ça, c'est pas une bonne nouvelle, d'autant que les sols alpins, alors ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait, ce sont quand même des stocks de carbone considérables. Donc, ils en stockent pas beaucoup chaque année en plus. Par contre, il faut faire très attention à ces stocks. C'est un petit peu comme un trésor sur lequel on est assis. Et il y a aussi là, vous parlez en effet des observations qu'on peut faire, mais il y a aussi des résultats qui sont longs à venir. Je pense par exemple à la modification de la végétation. Oui, tout à fait. Donc, nous essayons aussi, je disais que souvent on fait aussi des inventaires de quelles sont les plantes qui sont là, de suivre les effets sur les espèces de plantes qui sont présentes dans ces prairies alpines. Et c'est très difficile en fait de voir des tendances pour 2 raisons. La première chose, c'est que les plantes alpines, en fait, elles poussent lentement et elles vivent longtemps. Donc, à moins de les tuer, ce qu'heureusement on n'a pas fait avec notre réchauffement, en fait, elles vont mettre longtemps à réagir, notamment à se remplacer entre elles si c'était le cas. Et la deuxième raison, c'est que comme dans tous les processus en fait que nous observons en montagne et ailleurs en écologie,
on a une très très forte variabilité interannuelle. Donc tout le monde peut maintenant penser, par exemple, aux derniers étés. En 2021, il faisait froid et humide. En 2022, on a eu très chaud, très sec. 2023, début d'été, plutôt humide et puis chaud. Production d'herbes fantastiques pour les alpagistes. Donc ça change tout le temps. Et donc là-dedans, c'est très difficile de détecter en fait les réponses d'espèces particulières. Donc nous, on essaye d'être patients et d'attendre que nos expérimentations fassent leurs effets. C'est comme les climatologues qui eux-mêmes mesurent les choses sur 30 ans. Finalement, l'écologie fonctionnelle aussi demande du temps long. Exactement. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important, mais qui est aussi un petit peu un combat pour nous en termes de financement, de moyens et aussi de patience de notre côté. C'est que ça demande des investissements sur le long terme, de l'expérimentation sur le long terme. Il faut tenir la distance. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Un marathon et un sprint à la fois peut-être, mais parce que Sandra Lavorel, vous, suivre les effets du réchauffement climatique sur la biodiversité alpine, ça c'est quelque chose que vous faites depuis des décennies. Comment vous avez observé cette biodiversité évoluer ? Alors, on peut observer un certain nombre d'espèces. Donc, ce sont surtout les botanistes, pour le coup, qui observent des espèces qui remontent en altitude. Alors ça, c'est pas uniforme. Il ne faut pas imaginer une espèce de vague qui remonte vers le haut. C'est pas du tout aussi simple. Donc, il va y avoir certaines espèces qu'on voit remonter en altitude, qui remontent le long des vallées. On voit aussi les écosystèmes où c'est le plus observé. Ce sont les écosystèmes qui sont très enneigés, donc dans ce qu'on appelle les combats neige, les endroits qui sont les derniers où la neige fond au mois de juillet, voire même début août parfois. Et ceci, en fait, avec le déneigement qui est de plus en plus précoce, à la fois parce qu'il fait chaud au printemps, mais aussi parce que parfois il y a moins de neige, eh bien, ce qu'observaient les botanistes, c'est qu'ils commencent à être colonisés par des espèces de milieux qui sont moins spécialisés de la neige. Et puis il y a aussi ce qu'on évoquait dans l'expérience WARM, c'était aussi des effets marqués qui concernent la phénologie, c'est-à-dire le calendrier annuel de développement des plantes, des insectes ou des oiseaux. Ce calendrier est complètement accéléré. Voilà, alors ça c'est la chose la plus uniformément observée, que ce soit en montagne et ailleurs. C'est le moment d'en parler. Tout le monde a entendu les oiseaux chanter tôt maintenant. On voit les bourgeons qui s'ouvrent. Là, je pense qu'on doit être à bien 3 semaines en avance par rapport à la moyenne habituelle. Les fleurs qui apparaissent plus tôt. Donc ça, c'est chez les plantes. Et les organismes sur lesquels on observe le plus de réponses, et ça, c'est pas complètement surprenant, ce sont ceux qui ne régulent pas eux-mêmes leur température. On appelle ça des ectothermes. Nous, les humains et les autres mammifères, nous sommes des endothermes. On a une température qui est constante, de 37 degrés, plus ou moins 0,2. Alors que, par exemple, les insectes, qui, eux, ne régulent pas leur température, ils sont très, très sensibles. Et c'est eux, notamment, qui vont, par exemple, avoir des cycles qui sont accélérés par l'augmentation de la température. On change d'horizon, on passe de la montagne à la mer, car un des vastes écosystèmes qui attise un grand nombre de recherches en écologie fonctionnelle concerne les milieux aquatiques. Et on en parle avec vous, Céline Lausanne, bonjour. Bonjour Natacha. Et vous êtes allée vous immerger dans l'écologie de Saclay, au laboratoire écologie systématique et évolution de l'Université Paris-Saclay, pour comprendre quels sont les liens entre le climat et les micro-organismes des océans. Et oui, les diatomées notamment pour leur mécanisme de pompe biologique, c'est-à-dire comment ces microalgues capturent, fixent et exportent le CO2 atmosphérique vers le fond des océans. Ludwig Jardillier, professeur d'écologie microbienne, sillonne les océans pour récolter des échantillons d'eau marine. Et au laboratoire, il examine leurs propriétés de résilience en simulant les conditions physico-chimiques d'origine. Donc ici, à Paris-Saclay, on a la chance d'avoir un environnement assez diversifié, un environnement naturel, quelques mares, et dans la vallée, on a aussi une rivière. Donc certaines fois, on s'en sert également pour la recherche, pour aller effectuer quelques prélèvements pour notamment des tests. Mais ensuite, c'est vrai qu'on a cet environnement qui nous sert aussi pour l'enseignement, qui est vraiment très intéressant. Vous emmenez vos étudiants sur le terrain ? Donc effectivement, alors, nous emmenons les étudiants sur le terrain. Moi, je suis enseignant d'écologie aquatique, donc je les emmène sur les mares qu'il y a sur le campus, qui sont très diverses et très intéressantes d'un point de vue écologique. Il y a une rivière également, donc on peut étudier les communautés qui sont en place. L'Yvette, non ? C'est l'Yvette, effectivement. Et donc là, c'est vraiment, d'un point de vue formation, c'est quelque chose d'essentiel, puisque un écologue peut difficilement interpréter ces données s'il n'a pas une compréhension en fait de son écosystème, du milieu qu'il étudie, et le voir en fait, le visualiser, permet en fait de mieux le comprendre.
là, bon, ça c'est un laboratoire en fait, on appelle, enfin en anglais c'est wet lab. C'est un laboratoire qui sert essentiellement quand on revient du terrain à traiter les échantillons. Ça consiste à concentrer les micro-organismes qui sont en suspension dans l'eau, parce qu'on travaille essentiellement sur les milieux aquatiques. C'est une rampe de filtration qui nous permet de les concentrer. Et là, ça sert également à des cultures. Et là, en fait, on a beaucoup d'étudiants en ce moment, de master, qui sont en train justement d'essayer d'isoler de nouveaux micro-organismes. Et j'ai envie de dire que les 20 dernières années, l'étude des micro-organismes dans l'environnement s'est faite au travers de méthodes de biologie moléculaire et de séquençage, notamment de l'ADN, et au détriment en fait, des approches classiques, notamment de culture, de mise en culture et d'isolement de nouveaux micro-organismes. Et en fait, maintenant, il y a un peu la tendance où on revient à cette méthode classique d'isolement, tout simplement parce que ça nous permet en fait, de mieux comprendre notamment les cycles de vie des micro-organismes, leur physiologie, qu'il est très difficile d'appréhender en fait, dans l'environnement. Donc on parle de micro-organismes, vous étudiez un certain type de plancton, des diatomées, et un phénomène qu'on appelle de pompe biologique du carbone. Ces micro-organismes, donc effectivement, on les retrouve partout, et ils sont très importants dans les cycles biogéochimiques, donc dans les cycles notamment de tous les éléments type azote, phosphore, carbone, hydrogène, etc., oxygène. Et donc ce sont eux notamment qui vont contrôler les cycles de ces principaux éléments. Pour prendre une image qui peut parler à tout le monde, c'est à l'heure actuelle, la moitié de l'oxygène que l'on est en train de respirer provient de phytoplancton marin. Alors comment on arrive à étudier ce phénomène-là, le fait que ces organismes charrient le carbone jusqu'au plafond océanique? Alors, il y a différentes approches en fait, et très souvent c'est découplé, c'est-à-dire qu'on va étudier ce qui se passe en surface, et de manière découplée, ensuite on va étudier ce qui se passe au fond, et donc tout ce qui va être exporté. Sur toute la colonne d'eau? Sur toute la colonne d'eau, oui. Alors, quand on est sur la côte, ça va, c'est quelques dizaines, voire centaines de mètres, mais quand on est au milieu de l'océan, eh bien, c'est plusieurs milliers de mètres de profondeur, ça peut être jusqu'à 5-6 000 mètres de profondeur, et donc là, c'est bien plus difficile en fait, d'étudier tout ce qui se passe le long de cette colonne d'eau, puisqu'en fait, il y a plusieurs processus qui vont se succéder tout le long de la colonne d'eau. Et pour certains, en fait, on a encore du mal à comprendre ce qui se passe dans certaines zones, en fait, en profondeur dans l'océan. De la partie de carbone organique produite en surface, c'est une toute petite partie qui va arriver vers le fond des océans. On estime que c'est moins de 1% en fait, de ce carbone qui arrive au fond des océans. Et en fait, on estime à l'heure actuelle que les océans ont permis de jouer un tampon dans l'évolution du climat en absorbant à peu près un tiers des émissions de dioxyde de carbone des activités humaines. Ici, donc ça c'est la salle de microscopie. Ça c'est une partie peut-être un peu plus originale, c'est un micro-manipulateur. Donc c'est le même outil que pour la fécondation in vitro, c'est-à-dire qu'on a sur un microscope, on a installé en fait deux bras mécanisés, au bout desquels en fait sont implantées des aiguilles extrêmement fines qui font de l'ordre de 10-20 micromètres. C'est vrai que ça a l'air chirurgical. Effectivement, c'est du matériel qui est utilisé en médecine. C'est vraiment le même matériel qui est utilisé pour la fécondation in vitro. Et donc là, en fait, avec ces micro-aiguilles, ça va nous permettre d'aller dans un échantillon, attraper cellule par cellule et de les isoler ensuite dans un puits pour les faire pousser ou pour les analyser par différentes techniques. Donc là, c'est la salle des cultures. Donc là, donc on est plusieurs à avoir des cultures qui viennent de... très coloré tout de suite. C'est très coloré, effectivement, avec donc des cultures qui sont en milieu, on va dire, solide, notamment des tapis microbiens, d'autres en milieu liquide. C'est plutôt des organismes planctoniques, c'est-à-dire qu'ils vivent en suspension dans l'eau, et donc qui proviennent de partout dans le monde. Et donc là, il y en a qui viennent du Chili, du Mexique, d'Espagne, de Russie, d'un peu partout. Et donc, nous, on a conduit une étude, en fait, c'était au large des Kerguelen. L'objectif était de comprendre l'ensemble du réseau trophique en allant du micro-organisme jusqu'à la baleine. Et nous, on s'était intéressé notamment aux petits phytoplanctons, qui sont des diatomées, et qui sont assez grosses, qui sont également silicifiées, c'est-à-dire qu'elles ont une coque qui les enveloppe en silice. Et comme c'est une coque en silice, elle est lourde, et quand elles meurent, elles sédimentent très vite et elles exportent leur carbone vers le fond des océans. Et donc l'hypothèse était que finalement les principaux contributeurs à la fixation du CO2 dans cette zone, qui est très productive et qui contribue de manière importante à la régulation du climat, eh bien c'était essentiellement les diatomées. Et moi je m'intéresse depuis quelques années plutôt au phytoplancton de petite taille, et donc là c'est ce que nous avons étudié. Nous avons pu montrer que finalement, à la période où nous y étions, c'était le début d'automne, eh bien le petit phytoplancton contribuait largement, quasiment à équivalence,
avec les diatomées de grande taille. Donc en fait, ça a changé un petit peu le paradigme en fait, qu'on avait de cette ère de l'océan, donc de l'océan austral. Et en fait, le petit phytoplancton, lui aussi, peut contribuer significativement à la fixation du CO2 et ensuite à l'export. Merci Céline Lausanne pour ce reportage. Sandra Lavorel, une réaction à ce qu'on vient d'écouter? Alors je pense que ça illustre très bien comment, en s'intéressant au fonctionnement d'un groupe particulier, hein, ces diatomées du phytoplancton, on arrive à retracer finalement la contribution au fonctionnement de l'écosystème. Eh bien, Sandra Lavorel, vous avez dit dans une interview rétablir notre lien avec la nature, c'est un chantier considérable mais enthousiasmant. Quelles sont les applications de l'écologie fonctionnelle? Comment, avec ces approches, cette discipline permet-elle d'apporter des réponses aux défis environnementaux de notre temps? Et restez à l'écoute. France Culture. La science CQFD, Natacha Triou. En direct sur France Culture, nous nous entretenons tout au long de cette heure avec Sandra Lavorel, écologue tout-terrain, qui a participé à l'essor de l'écologie fonctionnelle en France et à l'échelle internationale. Sandra Lavorel, vous êtes donc lauréate de la médaille d'or du CNRS 2023. C'est la première fois que ce prix est donné en écologie et récompense en général. Moi, j'aime pas trop l'expression les sciences dites dures, mais cette médaille, elle intervient aussi dans un contexte particulier, hein, celui d'une crise environnementale sans précédent dans l'histoire de la planète. Tout à fait. Donc, nous sommes aujourd'hui malheureusement dans une crise environnementale qui, contrairement aux crises environnementales qu'a connues la planète avant, est entièrement le fait de l'humain. Mais alors ça, cette récompense-là, dans ce contexte-là, vous pensez aussi que c'est une façon de saluer, entre guillemets, une certaine urgence climatique ? Absolument, c'est l'urgence climatique et ce sont toutes les urgences environnementales, dont l'urgence de la biodiversité, dont on parle parfois un petit peu moins que de l'urgence climatique. Pour continuer sur ce volet, voilà, on arrive dans cette haute partie d'émission. J'aimerais vraiment qu'on puisse parler ensemble de la dimension politique que peut avoir ce champ disciplinaire. Depuis le mois de décembre dernier, avec 11 autres scientifiques, vous faites partie du Conseil présidentiel de la science, une instance chargée d'éclairer Emmanuel Macron sur les grands enjeux scientifiques. Quel rôle peut jouer l'écologie fonctionnelle dans ce conseil ? Alors, dans ce conseil en particulier, et j'espère à l'image de ce conseil dans la société en général, je ne pense qu'on n'aurait pas pu se passer d'inclure les sciences de l'environnement et donc l'écologie en particulier. D'une part, puisque du fait effectivement des crises conjointes que nous traversons, il y a des enjeux pour la société, mais des enjeux aussi pour la planète, hein, dont nous avons la responsabilité en tant qu'humains. Et puis, j'aimerais quand même dire que finalement, cette science écologique, elle est particulière dans le sens qu'elle est vraiment une science d'intersection et de carrefour de beaucoup de disciplines. Par exemple, moi, je suis actuellement impliquée dans une évaluation de l'IPBES, donc la plateforme pour la biodiversité et les services écosystémiques, donc plateforme internationale, on dit souvent le GIEC de la biodiversité. Et le sujet dont nous traitons actuellement, et qui ne manquera pas de revenir dans l'actualité, c'est finalement comment est-ce qu'on peut résoudre les crises conjointes, pas juste de la biodiversité et du climat, mais aussi de s'intéresser à l'alimentation, à l'eau et à la santé. Et donc là, on voit bien que, en tant que discipline scientifique capable de s'intéresser à tous ces enjeux en même temps, on ne peut que être au centre des intérêts. Cette approche globale, c'est presque une approche digne de One Health, de ce concept ? Exactement. Donc One Health fait partie des concepts qui sont pertinents. Donc ces 5 éléments, on les appelle le nexus. C'est une des façons de conceptualiser donc l'idée qu'on ait une santé qui concernerait les humains, les animaux, les écosystèmes et finalement toute la Terre. Une santé pour tous. On avait consacré une émission entière sur ce concept et on vous poste tout de suite le lien de ce podcast sur notre fil Twitter. On l'a dit, Sandra Lavorel, dans votre parcours, vous avez donc un diplôme d'ingénieur agronome, ce qui vous a donc initié au sens social. Et ça, c'est important car c'est un volet assez central dans votre activité. C'est aussi de tisser des liens avec les acteurs du monde agricole pour étudier avec eux l'impact de l'utilisation des sols sur les écosystèmes. Comment ça se passe justement, ce lien-là ?
Alors, de plusieurs façons, puisque nous travaillons à plusieurs niveaux. Donc, très localement, quand on va travailler sur les effets des usages des sols sur les écosystèmes et leur biodiversité et leur fonctionnement, et bien sûr, on va faire ça en partenariat avec les gens qui travaillent sur ces sols. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est la moindre des choses que d'impliquer les gens dont on travaille sur les terres desquelles on travaille. Mais ce n'est pas juste ça. D'abord, eh bien, ils sont tout à fait friands des connaissances que nous, on va pouvoir leur apporter. Notamment, moi, quand les écosystèmes de montagne où je travaille, les agriculteurs nous ont dit ne pas du tout connaître et comprendre ce qui se passait dans leur sol. Ils travaillent plutôt sur les plantes. Donc, on va les impliquer, par exemple, pour choisir les lieux où on va travailler, puisque c'est eux qui connaissent intimement leur parcellaire. On va les questionner sur leur pratique, on va enquêter auprès d'eux. Et puis, on va aussi avoir des actions de prospective avec eux, donc pour construire des scénarios où on va examiner avec eux, par exemple, si on dit, si vous avez des sécheresses qui deviennent plus fréquentes et que le contexte économique est de tel type, mettons qu'on ait des marchés globalisés qui se poursuivent ou au contraire un resserrement sur la consommation locale. Qu'est-ce que vous envisagez de faire? Et donc, on va construire un dialogue. Nous, au fur et à mesure, on va leur apporter des éléments sur s'ils engagent ces actions-là, comment ça va changer l'écosystème, sa biodiversité, sa production de biomasse, la fertilité du sol. Et au fur et à mesure, en fait, on va construire ensemble des trajectoires d'adaptation au changement. C'est ça, c'est que vous faites des ateliers où vous réfléchissez ensemble avec les premiers intéressés à l'impact de telle ou telle pratique. Que se passe-t-il si on fertilise un peu moins, si on arrête de faucher, si on plante des arbres, si on pratique une agriculture extensive plutôt qu'intensive, etc., etc. Voilà, et l'intérêt, c'est le dialogue entre les connaissances qu'ont les agriculteurs et aussi les objectifs et les intentions qu'ils ont et les données que nous allons pouvoir leur apporter. Donc, on ne fait jamais un seul atelier dans un projet, c'est vraiment toujours une série où au fur et à mesure, en fait, nous, par exemple, on va produire des modèles qui vont mettre en place les changements dont parlent les agriculteurs. C'est ça, c'est que vos travaux permettent d'élaborer des scénarios d'évolution des paysages qui sont particulièrement utiles aux politiques d'aménagement et de gestion de la biodiversité. Voilà, tout à fait. Donc, ça peut se passer très localement, comme les exemples que je viens de donner, mais par exemple, sur toute une métropole, et même un petit peu plus large, à Grenoble, nous travaillons avec par exemple les autorités départementales, les autorités de la métropole et l'agence d'urbanisme pour examiner les scénarios de développement futur de ce territoire et ce que ça veut dire en termes de biodiversité et de services écosystémiques. Alors dans quelques instants, on va changer complètement d'horizon avec la chronique Avec Science, mais mille merci Sandra Lavorel pour cet entretien. Merci de nous avoir fait comprendre comment l'écologie fonctionnelle peut répondre à certaines questions de société. Il est temps de retrouver Alexandra Delbo avec la chronique Avec Science.